Oui, Véronique, bonjour, c'est Gaël Couturier. Bonjour Yann, alors vous êtes aux États-Unis? Je suis à Los Angeles. Oui. Ah bon, oui, ça va, ça fait pas trop l'hécatombe comme à New York? Bah non, alors moi je l'explique parce que New York c'est une ville, vous connaissez j'imagine, très très à la verticale, alors que Los Oui, Angeles, qui est pourtant la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis après New York, mais c'est une ville qui est très très à l'horizontale. ouais, Donc, c'est vrai, je connais aussi, je ouais. travaillais à l'université de Pepperdine. Ah bah voilà. Ah ouais, ah bah je suis juste à côté moi. Ah Parce que bon, cette à Malibu? université, elle est à Malibu. Moi, je suis de l'autre côté des montagnes, à Agoura Ah, Hills, ouais, ouais. Et je passe devant souvent parce que ici aux États-Unis, enfin encore une fois, dans le comté de Los Angeles, là où je suis, la situation c'est qu'on n'a plus le droit de faire du trail running. On n'a plus le oui, droit d'avoir accès aux plages. Par contre, on peut encore courir dans la rue sans aucune restriction. ah bon? Ouais, non. Et si vous roulez 2 heures plus bas, c'est-à-dire si vous changez de comté, vous allez dans le comté de Orange County. Là, en revanche, vous Oui, avez toujours le droit de faire du trail running et vous avez toujours le ah, droit de faire du surf et d'aller dans l'eau. Voilà. Donc, ouais là là, à l'échelle du pays américain, qui est pas comparable avec un petit pays comme la France, on peut euh, s'échapper quoi. ouais, les situations d'un état à l'autre sont très différentes. Ouais. Mais alors, quelle est votre situation à vous exactement aujourd'hui? Comment vous le vivez, vous, Euh, ce confinement? moi je suis dans un appartement de 45 mètres carrés avec un chien et quelqu'un qui m'héberge. Et un balcon? Ah non, non, moi je vis confinement avec un grand C, pour de vrai. D'accord. Ouais. Enfin, moi j'aimerais pas le vivre autrement en fait. Parce Ouais. que je trouve que c'est une preuve de solidarité que de partager. J'ai tellement de collègues qui ont des plans B à des trucs Hmm. qu'en fait, voilà, c'est. Hmm. Moi je trouve que, enfin, de vivre ça, Hmm. ça fait vraiment acte de solidarité avec toutes les personnels soignants qui sont enfermés. Ouais, je suis Enfin, assez moi, d'accord. Hmm. ce confinement, je le vis périodiquement. Par exemple, au mois d'août l'année dernière, je suis restée confinée pour écrire la thèse d'une étudiante qui était en panne sèche. Ouais. Et j'ai choisi dans Paris dans la canicule. On Hmm. mettait les téléphones dans le frigo, et l'ordinateur de temps en temps dans le frigo. Ah ouais, c'était horrible. À ce Ah ouais, point-là, c'est vrai. Ouais. 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 Donc, confinement, pour sortir un truc, un bouquin, ouais, ça, je le vis périodiquement. D'accord. Et là, la difficulté plutôt dans ce cas-là, c'est d'avoir tout son travail à côté de son lit, Hmm. sur une table avec un ordinateur, Hmm. et d'arriver à faire une temporalité. Parce que là, pour moi, c'est extraordinaire parce que je vais enfin pouvoir, enfin, le temps passe très vite et j'ai un bouquin écrit sur le trail, enfin, Hmm. finir d'écrire sur le trail, etc. Ouais. Et j'ai des articles scientifiques, j'ai des étudiants de master qui arrivent en fin de master. Ouais. J'ai surtout depuis on est confiné, l'enseignement nous impose des trucs incroyables. On met une pression sur les profs et les élèves. L'administration veut prouver qu'on est au boulot, quoi. Ouais. Donc c'est bien que nos amphithéâtres, on doit donner des exercices, alors on se retrouve avec son truc à corriger périodiquement, alors que c'est même pas des examens ni rien, quoi. Ouais. D'accord. Là, je Ouais. dois avoir 1000 mails, mais pas des mails de publicité, quoi, des trucs à corriger. Ouais. Des mails En d'étudiants? fait, ouais. Hmm. Et on doit les appeler, ceux qui vont pas bien. Oh là là. Enfin, c'est. C'est pas la fac, ça. Ouais, ouais, non, mais la fac, c'est pas ce qu'on croit non plus. Hein. Oh bah, je sais pas, moi j'ai fait ma fac à la fois à Orsay et à Paris 8 et à la Sorbonne. Ah bah, j'ai même fait un petit peu d'Assas, j'ai tout fait. Bah si, la fac c'est quand même, dans les premières années, c'est quand même des cours en amphi et les profs qui sont pas toujours très dispo, hein. C'est pas un mythe quand même. Ouais, Hein. mais c'est plus. Hmm. Bah alors après, vous les voyez pas ces étudiants-là parce que vous êtes en master Moi, et en thèse. Hmm. moi, je suis en STAPS. Hein. Ouais. Si, moi, j'ai que des premières années. Ah bon? Ouais, parce Hmm. on va parler un peu, mais Hmm. moi, si tu veux, le fait que. On va se tutoyer, ce Oui, oui, oui. Hmm. le fait que. Enfin, bon, pour la petite histoire, si tu veux, moi au départ, je suis coureuse à pied. Enfin, j'étais au bahut, je faisais du sport, je faisais du off, hein, sans le savoir, j'étais à la campagne. Et puis j'ai été détectée, et recrutée, et puis voilà, la compète, Ouais. les crosses, les championnats de cross FFA, voilà, j'ai commencé, c'était un peu de don comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et puis ce qui Ça c'était quand un peu qu'on situe? encore, tu sais, moi j'ai 58 ans, D'accord. et c'était en En au début, 80. je suis née à Grenoble. Ouais. Je vivais à Herbé. J'allais à vélo tous les jours au lycée Ok. en bas. Ok. Et je remontais. Et puis à l'âge de 17 ans, donc c'était en 60. Je suis de 61, donc c'était en 77. D'accord. 67. D'accord. D'accord. Hmm. Et puis un jour, j'ai été
détecté par le prof de gym. Ouais. Et après, j'ai j'ai gagné prof du Dauphiné. Ouais. On non licencié, donc à l'arrivée, tu sais, ils te font signer ski de fond et cross. Ouais. Et j'ai commencé les deux, donc j'ai fait 8e en France de FFS de ski de fond et 2e en catégorie espoir et junior. D'accord. Voilà, donc j'étais les années de lycée. Après, moi, je voulais faire agronome, mais c'était René Dumont, mon idole. Parce que t'as fait Sciences Po, je crois. Ouais, j'ai fait un master à Sciences Po, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai vu un parcours intéressant. Et t'es pas un journaliste en quoi. Enfin, de sport. Non. Je méprise pas le sport. Non, mais. Moi, c'était René Dumont, l'utopie de la mort, à l'âge de 13 ans, j'étais fascinée. Donc en 74, j'ai voté pour lui, enfin dans ma tête, parce que j'ai 13 ans. Ouais. Et si tu veux, moi, j'ai pas pu faire le parce que je faisais que du sport. J'étais crevée le soir, je rentrais en vélo après l'entraînement, à Bachelard. Donc, j'ai fait STAPS, quoi. Ouais. Et à l'époque, il y a un cours d'entrée féroce, donc j'ai fait un an de gym pour passer le Ronda de flip et puis le saut de lune. Mais tu voulais être professeur d'éducation physique, tu voulais faire de la recherche déjà? Moi, je voulais être agronome. D'accord. Et après, comme moi, je suis d'une famille de profs, j'ai toujours été fille aînée de mes parents, ils avaient 18 ans, 18 ans d'écart avec eux. Donc, il y avait une tribu derrière moi d'enfants, donc j'ai toujours été d'accord. T'étais l'aîné, toi. Ouais, j'aimais bien, organiser, en fait. D'accord. Aider ma mère et tout ça. Bon, et donc, était prof de français en bahut, en collège difficile, parce qu'elle était maître-ox, et puis après, elle a été inspectée, et puis tous les gamins, quoi. D'accord. Voilà, donc. Et ton père était prof de quoi? Non, mon père, il avait pas le bac, mon grand-père était député communiste. Ouais. Et résistant du Vercors. Ouais. Et il est mort à presque 100 ans, donc je le connais bien. Il a fait plusieurs mandats. Ouais. Il m'a même emmené à l'Assemblée nationale. Ta mère est née à l'Assemblée nationale? Dans l'Assemblée nationale? Non, lui, il m'a emmené à l'Assemblée nationale. Ah, pardon. Mon grand-père, j'ai 7 ans. D'accord. Depuis Grenoble, ça faisait 7 heures de train, c'était l'aventure. Ouais. Et en fait, comme il était communiste, il donnait son argent au parti. Et ma grand-mère avait une épicerie, donc du coup, pour faire tourner la boutique. Et mon père faisait le marché de gros. D'accord. Donc il était à l'épicerie. D'accord. Il n'a pas fait d'études. D'accord. Mais après, il s'est rattrapé. Il a fait les cours du soir, il est devenu ingénieur. Ah ouais. Rentré au CNRS. Non. Ouais, rentré au CNRS. Et puis il a passé une thèse à 50 ans. Non. Ouais, et il est devenu. C'est beau ça. Ouais, maître de conf. Et là, il a 80 ans et il fait toujours des cours, fait des TP électroniques. Bravo. À la fac, bénévolement, ouais. Et puis ils ont fait une maison entièrement autonome, mes parents, avec un puits dans le jardin de l'eau. D'accord. Ils ont l'eau, l'électricité. Enfin, ah bah ils sont pas emmerdés par le confinement alors. Non. Et puis, il fait des objets en 3D sur une imprimante. C'est un petit génie, quoi. Oh, on est des spéciales, mais c'est un petit génie. Ouais. Ok. Mais, les chats font pas des chats, mais bon, passons. Ouais, non, mais bon, difficile avec donc c'est tout, j'étais détectée, j'ai fait du sport. Ouais. Et après, pour de gym, j'ai fait des remplacements, mais ça me gavait, je trouve ça mieux. Ouais. Donc, il y avait que le CAPES. Donc, j'ai arrêté, j'ai fait un stit. Et puis, après, le master s'est ouvert, ouais. Donc, j'ai repris mes études. Ouais. Et j'ai fait un master, et après, je suis allée en hôpital, au CHU de Grenoble, et puis après de Limoges. Ouais. Parce que il y avait un mec que j'avais vu en congrès à l'INSEP, parce que je tournais pas mal, j'étais un peu curieuse. Ouais. Et j'hésitais pas à prendre le train pour aller voir ce qui se passe. Et le mec, c'était le premier à dire en 84 que le seuil lactique n'existait pas. Ah ouais. Il fallait raisonner en maximum lactate steady state, en débit d'apparition, disparition, et tenir compte du temps, nanana. Donc moi, j'étais fascinée, j'ai obtenu une bourse de thèse, et je suis allée bosser dans l'hôpital à Limoges. Super. J'étais boursière à Grenoble. Ouais. Voilà, donc j'ai acheté une 2 chevaux. Ouais. Et je suis partie, je sais pas où c'était Limoges, je suis partie m'installer là-bas. Donc là-bas, j'ai entraîné, j'avais mes diplômes, j'ai passé mes B1 à clé, à Vichy, B1, B2, B3. Donc j'ai pu bosser, rencontrer du monde, le gars qui organise les gendarmes et les voleurs. Ouais. En fait, quand je suis arrivée à Limoges, je connaissais personne, donc j'ai dormi dans ma voiture 10 jours. Ah ouais. C'était l'hiver, à Noël. Oh la vache. J'étais au milieu de Limoges et j'allais au cinéma, puis à la séance du soir, après je dormais dans ma douche. Ah oui, non. Voilà. T'avais un bon duvet quand même. Oui. Pour dormir dans une douche chaude, par contre, c'était dur, la barre de fer. Et puis Jean-Luc, tu sais, celui qui a créé les gendarmes et les voleurs, qui était gendarme. Ouais. Il m'a accueilli chez lui, carrément, on se connaissait à peine. Ouais. Avec sa femme, j'ai dormi dans la chambre de l'enfant, qui venait de naître, et ils ont pris le gamin avec eux. Génial. C'est des gens, grosse solidarité par le sport. Ah ouais.
Et puis après, j'ai trouvé une petite piole, parce que ma bourse n'était pas encore versée. Ouais. Donc voilà, après j'allais à l'hôpital et j'ai fait ma thèse, voilà, et j'ai vécu 3 à 4 bonnes années à Limoges. D'accord. Et après j'ai fait tous les postes de maître de compte. Alors entre-temps, j'étais attachée de mairie chez Carignan, et j'ai démissionné parce que le scandale de l'eau, tout ça. Bref. Puis moi j'étais plutôt coco que Carignan, quoi. Et je suis montée à la capitale, j'étais attachée au cabinet du maire d'Ivry-sur-Seine chez les cocos. Ouais. Je faisais les discours pour le maire sur le sport. Ah ouais, ok. Ouais. Tu lui écrivais ses discours. Ouais. Ouais. Et puis après, j'ai découvert les marchés arrière. Les cocos m'ont envoyé en URSS avant la perestroïka étudier à Leningrad. Ah ouais. Des systèmes soviétiques, ouais, pour le sport. D'accord. J'étais à l'école d'Ekimov, école du cyclisme et tout ça. Ah génial. Je savais pas ça. Ouais. D'accord. Ouais. Puis après, je suis revenue, j'ai rendu ma carte parce que j'étais curée des systèmes de dopage et tout ça. Ouais, qui est toujours d'actualité. Ouais, j'ai démissionné de la mairie. D'accord. Et puis, je suis un peu un esprit libre, on va dire. Ouais, d'accord. D'où la réputation que je peux avoir de quelqu'un d'intransigeant. Ouais. Voilà, j'ai une règle de conduite. D'accord. Et après, j'ai postulé le poste de maître de conf. Donc, j'ai fait le tour de France. J'ai eu le choix de 4 postes. Ouais. J'ai pris Grenoble par esprit de revanche, parce que j'avais des connards de profs de STAPS. Ouais. Bah, mais tu viens de Grenoble aussi. Peut-être que c'était lié quand même à ton... T'avais peut-être envie de revenir un peu chez toi, non? Ouais, oui, mais aussi par esprit de revanche. Non, mais j'avais Dijon et Paris. Donc mais Grenoble, j'ai suivi de partie parce que moi, je supportais plus l'ambiance montagne, des kilomètres que t'as fait. Combien t'as fait de kilomètres? Déjà en 80, je te situe en 85, 6. Ouais. J'en avais déjà marre de ça. Ouais. Tourner en rond. Et entre-temps, j'avais gagné Cerzinal en 82. Parce que je faisais un mémoire sur l'émergence des coureurs stade en STAPS, ouais. en master. Ouais. En plus de la physio, on avait des mémoires sociaux. Ouais. Et c'était l'avantage des STAPS. On avait des bons profs de sociaux parce que c'était des vrais profs de sociaux à l'époque. Ouais. Des mecs qui venaient de sociaux. Ouais. Donc j'avais lu Bourdieu quand c'est sorti, la reproduction, la distinction, dans les éditions originales. Ouais. Ça m'intéressait beaucoup les sociaux. Donc je suis pas sûr qu'aujourd'hui quand tu fasses STAPS, parce que moi j'ai fait un master 2 en STAPS, on m'a jamais parlé de Bourdieu. Non, on va te parler de Postiello. Oui, c'est ça, exactement. C'est naze. Donc en fait, j'ai fait un questionnaire, j'ai fait la tournée des courses hors stade qui existaient à l'époque, c'est-à-dire Cerzinal. En Suisse, il y en avait. En France, j'ai fait Marvejols Allemande. J'ai fait 2e derrière Maria Lelu à l'époque. Tu connais pas, t'es trop jeune. Et puis j'étais allé voir comment il s'appelle, Serge. Cotreau. Ouais. Puis avec ma 2 chevaux, pareil, j'étais arrivé à Saint-Afrique, c'était un connard ce mec. Il m'a donné un verre d'eau, j'étais étudiante, hein. Il m'a éjecté en 5 minutes. Attends, je venais de Grenoble en 2 chevaux. Saint-Afrique. Le chien, ouais. Donc du coup, après, je suis remontée, j'avais combiné avec Marvejols Allemande pour pas faire non plus des kilomètres pour rien. Ouais. J'ai fait 2e quand même. Ouais. Et après, sur les nerfs, parce qu'il t'avait énervé. Non, je sais pas. Et après, après j'ai gagné Cerzinal, un peu, par hasard. Je connaissais pas la course, j'ai même pas demandé d'argent, rien. Je suis partie avec un chamois, un bouquetin. Ouais. Et après, j'étais invitée à Sierre-Montana, à Vaudreuil-Tanais, je gagnais toutes ces courses. Ouais. J'étais non-stop, parce que ma bagnole était cassée. Ouais. Voilà, j'étais un peu... C'était pour mon mémoire, enfin, je découvrais ce milieu-là. Voilà. Sinon, je préparais le 3000 sur piste. J'ai fait 4e au France sur 3000. D'accord. Voilà, en m'entraînant, donc un minimalisme. J'ai gagné des courses hors stade assez longues, quand même, pour l'époque. Ouais. Et puis qui a été relevé, quand même, pour l'époque, parce que tout le monde était sur les mêmes spots. Ouais, quand tu dis assez longue pour l'époque, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les distances sont quand même. Ouais, mais on pourra en discuter. Ouais, on pourra en discuter. Est-ce que c'est de la course à pied? Bon, bref. Moi, Cerzinal, je l'ai fait en courant et j'ai coté le record de Marie-Christine Subaud d'une minute ou 2, je crois. Parce que je savais pas, j'étais en tête, je savais même pas que j'étais en tête. Personne me connaissait. D'accord. Donc, voilà. Voilà, donc j'étais venue juste pour faire mon enquête. Donc, si tu veux, après j'étais maître de conf. J'ai créé des labos à Grenoble. Après, je suis partie, j'ai ouvert le STAPS de Créteil. Après, je suis passée à Paris-Descartes. Je suis passée prof à 36 ans, professeur. Ouais. Je suis montée à Lille, j'ai créé un labo. Puis après, je suis revenue à Évry, créer un labo INSERM. Ouais. Avec dedans la biologie, la métabolomique, la biologie moléculaire, donc des modèles animaux, pour tester bien fonder des entraînements, tu vois. Ouais. Mais toujours en partant de l'expérience de terrain. Ok. C'est-à-dire, je me suis jamais posé des questions pour me poser des questions. Voilà.
Donc après, j'ai refusé de faire de la génétique, parce qu'après, on a voulu m'imposer à Évry, j'étais génopole, de prendre de l'ADN, d'essayer ils voulaient vendre un peu cette prestation pour les gens, quoi, savoir s'ils sont doués pour gna gna gna. Donc j'ai refusé, on m'a fermé mon unité INSERM en 2014. Et puis là, ils m'ont redonné des premières années, non, j'ai que ça. Ils m'ont fait mon master. Ah ouais. Ouais, faire mon master, mon début. Ouais, c'est la descente aux enfers. En fait, on m'a dit, si tu fais pas ce qu'on te dit, t'es mort. Enfin, c'est le président. D'accord. Enfin, depuis l'autonomie des universités, 2007, Pécresse, chaque université est autonome, en fait. Ouais. Donc, tu tombes sur un connard. Ouais, bon, il faut que tu le digères jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, quoi. On a un macroniste féroce, là, un mec, le doigt sur la couture. Et il veut servir. C'est nous qui avons testé la plateforme post-bac. Là, on teste les cours en ligne, genre il n'y aura plus de profs. On teste les maîtres de conf à durée déterminée. CDD, tout ce qui va nous venir des États-Unis, la tenure, voilà, gna gna. Bon. Et moi, je me suis opposée à ça. J'étais au conseil d'administration, j'ai voté contre la fusion avec Saclay. Parce que ce qui les intéresse, c'est le classement Shanghai, c'est en fait 10 ans français, taux d'emprunt. Mais ça, les collègues, ils voient pas ça. Cette marchandisation de la recherche. On voit l'État, tu vois, dans lequel est la recherche en France, qui est orientée sur des trucs qui rapportent, où tu as du taux de production d'articles faciles. Mais tu veux dire que mais est-ce que c'est le cas dans d'autres pays, parce que tu cites les États-Unis, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays quand même, non? À fond. La France, c'était encore un truc qui était protégé, on va dire. Mais c'est difficile, c'est vrai, moi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je comprends aussi un petit peu le besoin d'argent de la recherche. Il vient d'où aussi, tu vois? C'est aussi compliqué d'être dans un truc. Entièrement d'accord, parce que moi, j'ai créé une boîte. Moi je suis pour un modèle mixte, parce que attends, moi je suis communiste dans l'âme, mais je veux dire, un bon communiste, il crée des emplois. Moi, mon objectif, j'ai 140 papiers, j'ai des bouquins, j'ai un index à 42, donc je suis dans le top 1% dans ma catégorie de production scientifique. Mais si tu veux, je suis prof de classe exceptionnelle, je suis au haut d'échelle de l'université. Mais moi, maintenant, mon truc, c'est de créer des emplois. Si tu crées pas des emplois, c'est sûr. C'est quoi ta part au pays? Je suis d'accord. Tu vois, voilà. Donc, moi, c'est ça aussi pourquoi je me suis fait tuer à l'université. Parce que quand ils ont fermé mon unité, je dis, c'est pas grave. Moi, je sais faire des trucs. Je crée une jeune entreprise innovante. J'ai vu que l'argent, crédit d'impôt recherche, je vais faire comme les Google. Moi, je vais toucher du CIR. Je vais apprendre à le faire. Je vais apprendre à être GUI. Voilà, toutes les lois, je vais les apprendre. Et j'ai fait ça. Et j'ai financé 3 contrats-CIF de thèse. Et là, j'ai une entreprise qui est sur fonds propres. J'ai même pas fait appel à des levées de fonds ni rien. Donc, je suis entièrement d'accord. Mon université, je leur ai fait rentrer quand même 2,5 millions depuis que j'étais à l'université. Donc, les appels d'offres et tout. Mais là, maintenant, la boîte. Donc, ils n'ont pas du tout aimé que je fasse une boîte. Mais vraiment, ils ont déclenché des inventaires et ils m'ont accusé d'avoir pris du matos. Oh là là. J'ai eu tous les trucs. Là. Je suis en procès, harcèlement moral. Et non, parce que c'était dur quand même. Ça, c'est terrible. Et ta boîte. Du confinement, et ta boîte, tu fais quoi avec ta boîte alors? Je vends des programmes d'entraînement personnalisés minimalistes. D'accord. Ok. En fait, si tu veux, moi je trouve que c'est stupide. Moi j'ai vécu sur l'entraînement quand j'étais jeune. La fracture de fatigue au bassin quand même. Suite à tout. Fracture de fatigue au bassin. Tu avais pas de main manche, En fait, on faisait ski de fond. Je faisais une double saison ski de fond et cross. D'accord. Et l'été la piste. Et donc je connaissais pas tout ça. Donc je suis allée jusqu'à maximum quoi. Jusqu'à la rupture, donc c'est là que j'ai commencé à faire des travaux, à faire de la recherche motivée par la recherche de l'entraînement qui permet de vivre normalement et de super progresser quoi. Et antidopage. Voilà. Donc ça c'était un peu une quête une vocation. Et là je vais y arriver parce qu'en fait si tu veux la boîte privée me permet, j'ai un matos de dingue, c'est-à-dire j'ai un laboratoire de terrain moi. Dire demain, d'ailleurs je suis allée aux États-Unis avec du matos, j'ai à Pepperdine, j'ai fait des formations de médecin du sport. D'accord. Donc j'avais amené du matos, j'ai fait des formations en Martinique, moi je débarque avec des appareils. C'est une bonne fac Pepperdine ou pas? Parce que moi je me demandais pour suivre des cours du soir dans un truc qui n'a rien à voir, mais... C'est que du fric.
Ouais, mais c'est à l'américaine, ça. Enfin, c'est pareil, ils sont partout pareils. Mais t'as quand même des bons profs, Non, du coup, ou pas? non, par rapport à Stanford et tout, non, c'est pas bon. Ah, J'ai bah appris oui, à ah bah non, Stanford. mais si tu me prends Stanford aussi, forcément. Moi, j'ai enseigné à Stanford, bon, bah, D'accord, bah, c'est autre chose. voilà. Ouais, oui. Non, mais les universités américaines, c'est pas ce qu'on croit non plus, hein. Je suis aussi intervenu à Boston au MIT. C'est pas, franchement, T'as pas été bluffé? non, non, c'est de la recherche itérative. Après, il y a des labos comme Adidas, ils ont de la bioméca de pointe, mais c'est des labos privés en fait. Mais qui ont une Bah, gouvernance. t'as le labo qui est dans le Colorado, à Boulder, qui a sorti des études sur Nike, là. Avec un. Boulder, j'y avais été, mais il y a longtemps. Sur quoi, dis-moi? Et bah, sur la Vaporflight, notamment, tu sais. À l'époque. Mais non, mais attends, j'ai lu. Non, mais attends, tu sais comment on mesure le coût énergétique? D'ailleurs, le coût énergétique, c'est pas un problème. Parce que vitesse égale VO2 sur le coût énergétique. Mais cette équation de Di-Prompero de 1986, elle résonne en vitesse moyenne. Et le coût énergétique, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Le facteur limitant du coureur, c'est la force musculaire. Sur un marathon, un train, etc., c'est le sarcomère qui n'arrive plus à étirer et raccourcir et qui pète. Il y a des micro-lésions, ce qui fait courbature 48 heures après. Mais et les ruptures, c'est pas de dépenser de l'énergie, on en a de l'énergie. C'est pas le souci. C'est simplement que musculairement, on a plus de cycle d'étirement détente. Et qu'à chaque fois qu'on pose le pied par terre, ben, on doit rebondir. Mais alors, comment t'expliques donc, le coût énergétique qu'ils ont mesuré à 4% d'amélioration, la question, elle est fausse. La problématique, elle est mauvaise. De dire coût énergétique, il n'y a rien. Mais en plus, la mesure, déjà, c'est sur tapis roulant. Et en plus, on est dans l'erreur. Ça, c'est comme en ce moment le débat des médicaments. On est dans une erreur de 5%. On travaille à risque alpha 0,05. Donc, mais comment t'expliques que la chaussure, que cette chaussure, quand même, elle est tellement portée par les élites et les performances semblent quand même corroborer un certain effet de la chaussure, non? Ouais, mais c'est pas ce qu'on dit. Elle a une lame de carbone et en fait, quand tu sens vachement tes appuis. En fait, quand tu la portes, t'as un biofeedback qui fait que ton temps. Moi, j'ai fait passer la thèse de Jean Slavensky, qui est maintenant à l'INSEP, qui en fait sur le marathon à l'époque, avec un prof de physique. On avait tout filmé avec des caméras de ça, rapides. Et en fait, on avait démontré, avec des K5 et tout, K4 à l'époque, que le coût énergétique était inversement proportionnel au temps d'appui au sol. Et plus t'as un appui du temps au sol, bref, avec ton arche qui s'écrase et qui revient. Qui reprend, voilà. Et plus t'as un temps d'appui bref, plus tu rebondis, et moins tu te fatigues, musculairement. Mais c'est pas une question de coût énergétique. Et en fait, la Vaporfly, ça te donne ce feedback, ça t'oblige à avoir un temps d'appui bref. D'accord. Mais c'est pas une question de coût énergétique. Mais la lame, t'es quand même d'accord. Enfin, c'était pas pour ça que je t'appelais, mais la lame de carbone, parce qu'on est là-dedans, parce que c'est quand même vachement intéressant. T'es quand même d'accord pour dire que c'est une aide, quand même, non? Ça donne la sensation juste. C'est tout? C'est juste une sensation, tu veux dire? Parce que les autres, parce que tout le monde s'y met maintenant, Brooks sort la chaussure, Adidas aussi, New Balance, je sais plus. C'est une d'abord c'est du marketing, et puis c'est une bonne proprioception. Mais t'arrives à reproduire ce même effet avec un autre matériau, c'est bon. D'accord. C'est pas, c'est cette sensation. Quand c'est trop mou. Moi, j'ai eu un contrat Night dans les années 79-80, avec la Tywin, c'était la Tywin, et puis tout ça, là. T'avais des sensations de mollesse, tu perdais ta foulée. Un peu comme tu as, alors je sais pas si t'as essayé, mais un peu comme tu peux avoir sur certaines chaussures Hoka One, qui sont bonnes pour autre chose, peut-être. Hoka au début, les Hoka du début. Moi, alors justement, dans mon labo, ce qu'on sait faire, c'est qu'on a un banc d'essai de folie, quoi. Moi, j'ai maintenant un appareil qui mesure la vibration du muscle. Le mécanomyogramme. Parce que le but de ma boîte, c'est aussi de servir de labo à des petites entreprises toutes petites, quoi, qui inventent des trucs. Moi, il y a 15 ans, j'ai un service en B2C et B2B aussi. D'accord. Ou en B2B. C'est encore confidentiel. Ah, c'est encore confidentiel ta boîte, d'accord. Bah non, mais je t'explique parce que nous, on est en contrat de thèse avec eux. Et moi, j'ai pas cet esprit, moi. J'aurais dit, venez, je vais vous aider. Donc, en fait, j'ai pris un étudiant en thèse qui travaille là-dessus. Et on est en train de valider, tout à l'heure, là, j'ai décalé le rendez-vous, c'est pour ça que j'ai jarté le rendez-vous, là, on doit sortir le papier, parce que là, ils font des levées de fonds. D'accord. Donc, moi, je leur ai dit, ok, c'est super. Moi, je peux aussi vous aider à vous ouvrir le marché du sport.
moi j'accepte que de faire tout le travail de validation. D'accord. Okay. C'est mon job. Ouais. Et puis t'aimes ça. C'est mon job de militant en fait, créer des emplois, moi, direct et indirect. D'accord. Voilà, on est dans les boîtes à grandir. C'est bien tout ça. Mais alors, revenons sur ce coronavirus parce que je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que je suis vachement d'accord avec toi, moi. On entend beaucoup de gens, des copains, des sportifs, des athlètes élites que j'interviewe, qui se plaignent de ce confinement, qui le vivent très mal, etc. Mais d'ailleurs, on le voit. Je vais t'expliquer, ouais. Tu sais, la course à pied, moi, je suis en train de faire un bouquin sur le trail. J'ai fait un bouquin qui s'appelait Révolution Marathon. Ouais, je sais. Qui est sorti et qui est en train d'être traduit aux États-Unis. Ouais. Parce que le collègue américain, ça les botte. Donc il va bientôt sortir aux États-Unis. Mais donc le gars qui écrit avec moi, c'est Jonathan Edwards. C'est un gars connu aux États-Unis. Bon, il est médecin, entraîneur. Et d'ailleurs, il va passer une thèse avec moi, un PhD avec moi. Il va venir à Paris. Et donc si tu veux, la course à pied maintenant, depuis Sardinatou, c'est vécu comme une fuite en avant. Et en fait, les gens se perdent à faire des ultra. C'est une sorte de fuite en avant. Et donc, la course à pied, pour moi, c'est un recentrage. Au contraire, c'est une connaissance de soi et un partage avec les autres. Et c'est devenu la course au kilomètre. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils creusent pas dans l'entraînement de la qualité. Donc, ils se disent, merde, je pourrais jamais faire moins de 3 heures en marathon. Donc, ils se disent, je vais faire du 100 bornes. Ouais, 100 bornes, c'est chiant, putain. Ou du 100 miles. Moins 9 heures. Alors maintenant, je vais faire du 24 heures. Puis après, non, mais je les connais tous, les mecs, je les accompagnais dans leur délire. 30 heures sur tapis roulant, j'ai vu, les 6 jours. Après, maintenant, c'est devenu l'ultra trail. Le TMB, moi, j'ai fait tout en off. La Corse, j'ai fait en off. J'ai fait le GR20, quoi. Je suis Grenoble, j'ai fait Chamonix en off. J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle en off. Mais maintenant, il y a pire que ça, tu sais. Il y a la Barclay, la course que personne ne finit. Non, mais c'est un connard, le mec. Enfin, alors, attends, je peux te parler de lui, de Benoît Laval. Il est venu me vendre à RB quand je suis revenu à RB. Il vend les étoiles, les stations de trail. Mais attends. Il te vend pour 20 000 €, il te vend les étoiles, le mec. Toi, qui sais qu'il a besoin d'avoir des flèches sur des parcours? Non, laisse tomber. À un moment donné, soit tu bosses dans la qualité, tu essaies de creuser. Moi, quand j'ai compris, j'étais monté à 72 de VO2 max, mais après j'ai compris que j'irais pas plus haut, puis j'avais un 72 parce que j'étais frêle. Mais en fait, c'était pas un bon 72. C'était un 72 de merde. Donc, c'est là que j'ai écrit sur VO2 max, ça veut rien dire VO2 max. Ce qu'il faut, c'est avoir de la force et de la puissance. Donc, c'est d'avoir, produire de la puissance. Mais on reviendra, c'est tout développé dans VO2 max. Enfin, dans mes bouquins. Et là, je vais forcer le trait. Donc, pourquoi les gens ils vivent mal le confinement? Parce que là, ils arrivent à si tu veux, une fuite en avant, une aliénation. Je suis assez marxiste. C'est-à-dire que bon, ils ont remplacé une aliénation par une autre. S'ils n'ont pas fait leurs 40 bornes, leurs 20 bornes et tout ça, ils sont mal. Ils sont chiants. Ils se privent de bouffer, ils vont vivre mal. Non, mais ils le vivent mal, effectivement, Mais t'imagines, le confinement, c'est un retour sur soi. Mais ça, c'est voir le truc du bon côté, tu as raison. Ils sont devant leur propre contradiction. C'est même un antagonisme, là. Je suis allé vers le plus, et là, on me dit de faire moins. Mais c'est pas moins. C'est aller vers du mieux. Moi, je dis, après ça, si on invente pas, putain, mais moi, j'étais gazée, là, dans les manifs gilets jaunes. Moi, j'étais gazée, une prof. J'ai 31 ans de fac, je veux dire, de métier. Avant, j'étais instit, matrox. Putain, ma première feuille de paie, j'avais 18 ans, et j'étais pionne à l'éducation nationale. Et les infirmières se sont fait gazer. Je dis, mais attends, on est dans une société de merde. J'ai fait la campagne des municipales avec Villani, il m'a fait venir. Mais j'ai vu de l'intérieur, c'est de la merde. Ces gens-là, c'est la politique, l'écologie. Je suis pas de sa campagne. C'est que la tartufferie. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed, a life destroyed.
massage.